soir. Avec moi, j'ai Mathilde Bourlion, qui est à la tête du groupe Eurodim, Frédéric Péduzzi, qui est à la tête du groupe Livio, et Paul de Monclos, qui est à la tête de Garnier-Thiebaud, dans le textile. Et je vais les laisser se présenter brièvement et raconter un petit peu justement l'histoire familiale de leur entreprise. On va commencer peut-être avec toi, Frédéric, si tu peux nous rappeler un petit peu l'histoire de l'entreprise. Ok, bonsoir à tous. Alors, on a des consignes, hein, de ne pas être trop bref. On va essayer de respecter. Donc, en fait, je suis ce soir en tant que représentant de la 3e génération d'une entreprise qui a été créée en 1938 par Catherine et Nancy Péduzzi, qui étaient des immigrés italiens, donc qui sont venus s'installer à Fraisse-sur-Moselle. Voilà. Et partant de là, ma foi, l'entreprise petit à petit a grandi. Alors l'histoire d'une entreprise familiale, c'est comme toutes les entreprises, hein. Il y a des hauts, il y a des bas et tout. C'est une entreprise qui a été marquée, on va dire, par quelques étapes, on va dire, assez essentielles pour la structurer. Dont la première chose, c'est la création, évidemment, par des Italiens en 1938, juste avant la guerre, en France, etc., et qui ont finalement été très bien accueillis sur leur territoire. Comme quoi, il faut se méfier, en fait, des mauvais atouts, des bons atouts de départ, hein, et ça c'est essentiel puisque dans notre raison d'être aujourd'hui, eh ben, on a retenu en fait ce retour qu'on doit au territoire quand on est installé en tant qu'entreprise, à savoir que voilà, on n'est pas tout seul et on doit travailler avec les autres là-dessus. C'est une marque là pour le coup qui vient des grands-parents. L'entreprise se déroule gentiment, artisanat, etc. Et mon grand-père meurt rapidement, malheureusement, en 1950. Et l'entreprise tombe en indivision avec mon papa et ses sœurs et sa maman. Donc c'est la première dirigeante en fait de l'époque, hein, c'est Catherine Péduzzi, puisque du coup elle reprend le lead. Hein, son fils est mineur, ses enfants sont mineurs. Donc, et mon père, du coup, recommence à 19 ans, pas majeur à l'époque, l'histoire, c'est-à-dire évidemment tous les anciens sont partis, ils ne voulaient pas se faire commander par un jeune de 19 ans, et donc du coup il recommence à zéro quasi. Il embauche un certain nombre d'autres jeunes également, et puis il rebâtit effectivement donc, cette entreprise. 54, ma grand-mère décède, donc il se retrouve tout seul avec ses sœurs au niveau de l'entreprise à gérer le sujet. Bon, il est majeur, enfin il a que 23 ans à l'époque. Là. Et là, il va développer l'entreprise qui, dès la fin des années 50, atteint une taille d'environ 80 personnes à peu près. Et là commence aussi l'histoire qui est parallèle à l'histoire des entreprises familiales, c'est l'histoire de l'actionnariat familial. C'est-à-dire du fait qu'ils sont 3, ben, il a 2 sœurs, il va racheter le capital à une de ses sœurs, et une de ses sœurs qui était mineure, ben, donc il ne va pas lui racheter le capital. Et plus tard, ben, ma foi, il sera dans l'incapacité de racheter parce que le mari de cette sœur ne voudra pas céder le capital. Et donc, voilà des histoires qui commencent et qui s'ancrent dans le passé et qui vont avoir des conséquences pendant des dizaines d'années derrière. C'est aussi une des caractéristiques de l'entreprise familiale. Hein. Dans les familles, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe moins bien. Bon, on ne peut pas dire que ça soit mal passé, mais disons, voilà, lui aurait toujours souhaité racheter et il n'a pas pu le faire. Mais globalement, après, les relations étaient bonnes avec sa sœur, il n'y avait pas de sujet, et sa sœur, donc ma tante, me vendra plus tard les actions. Voilà. Donc, l'histoire se prolonge, l'entreprise se développe, on est dans la construction, donc la construction c'est relativement vaste. On fait aussi bien des maisons, des logements collectifs, des ouvrages d'art, etc., avec des aventures à l'export dans les années 80 en Algérie pour faire face à la crise. Voilà, donc gentiment, si je puis dire, mais en fait, c'est absolument pas gentil au sens facile. Hein, c'est dans la difficulté quelquefois, ben, les choses se forgent. Et puis on arrive à la 2e transmission quelque part là, qui arrive. Donc là, on rentre en jeu. Quand je dis on, c'est nous 6, on est 6 enfants. Donc, et là, on se pose la question de savoir comment les choses vont se dérouler. Alors à l'époque, il n'y a pas eu beaucoup de discussions, d'échanges ou quoi que ce soit sur le sujet. C'était en gros, est-ce que tu reviens à l'entreprise ou est-ce que tu reviens pas à l'entreprise? Je ne sais pas pourquoi et tout, on se doute bien. Comme je l'ai déjà échangé à de nombreuses reprises, je ne sais même pas si un jour mon père a envisagé que mes sœurs puissent reprendre une entreprise. Donc j'avais 4 sœurs, j'en ai toujours 3, il y en a une qui est décédée malheureusement.
et puis mon frère. Et moi, je sors de mes études en gestion d'entreprise et administration, et puis là, il me joue un petit peu la comédie, du style, j'ai commencé tôt, alors ça, c'est pas de la comédie, c'était vrai. Je suis fatigué, je suis prêt à lâcher la main, machin, etc. et tout. Faut que tu reviennes maintenant si tu as envie de revenir. Bon, un peu de chantage, un peu de ci, un peu de l'affectif, un peu de tout ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que je fais? Je reviens. Et puis bon, évidemment, ça s'est mal passé la première fois. Donc je suis resté un an bien pesé. Mais pour dire, non, je pars. Dans ces conditions, je pars. Donc je suis parti, mon frère restait, mes sœurs étaient dans l'environnement, mais sans être participatives au niveau de l'entreprise. Et puis du coup, se posera quand même la question à un moment donné où il veut organiser sa donation. Et sa donation, ma foi, il a besoin de savoir ma position avant de l'organiser, d'autant plus que mon frère s'était prononcé, je veux bien travailler dans l'entreprise, mais je ne veux pas être le leader. Donc, voilà. Restait donc mes sœurs n'étant pas sollicitées, mon frère ne voulait pas être le leader, reste à faire un choix, c'est vous revenez ou vous ne revenez pas. Les 2 années que j'ai passées à l'extérieur de l'entreprise, je travaillais pour une filiale d'Unilever, je vendais des dentifrices et des shampoings, donc ça n'avait pas grand chose à voir avec le BTP. En tout cas, ça m'a appris que dans les grosses structures, si on n'avait pas, on va dire, la bonne carte de visite, les bonnes études, etc. et tout, c'était assez facilement et rapidement bloqué. Donc ça m'a appris ça, donc ça je me suis juré que ça ne serait pas, on va dire, sur un CV ou sur une étude, si un jour j'étais à la tête d'une entreprise que je forgerais mon avis sur les personnes. Ça y participe, mais en tout cas c'est pas toujours le cas. Mon père étant autodidacte au départ, ça facilite aussi ce genre d'approche. Il ne faut pas verser non plus dans l'approche inverse, mais en tout cas, voilà, ça c'était un marqueur à l'époque. Et puis je me dis, ok, là il y a l'opportunité de reprendre une société. Si je reste dans des gros groupes, je vois que ça va être de toute façon très difficile à un moment ou à un autre. Bon, allez, pourquoi pas tenter l'aventure? Ok, donc je dis, ok, je reviens. Donc là j'étais tout de suite mieux vu, il n'y a pas de doute. Et il organise sa donation. Donc, autre sujet des entreprises familiales, c'est-à-dire qu'à l'époque, il a dû faire une distribution exceptionnelle de dividendes à hauteur de 1 800 000 francs. Il n'y avait pas de pacte du trade, dont on reparlera certainement un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire qu'il a dû puiser dans les réserves de l'entreprise pour pouvoir financer effectivement la donation à ses propres enfants, sans que lui-même encaisse à un prix quel qu'il soit, quoi. Donc ça, c'est un sujet qui est permanent pour les entreprises et tout. Les choses ont changé depuis, mais en tout cas, c'est un sujet permanent. Bon, la petite chose qu'il a fait, quand même, moi je me mets dans la tête, bon, je vais reprendre une entreprise de 120 personnes, machin, etc. et tout, ok, je vais être accompagné par mon père, ok. Donc ça va, le retour s'est très bien passé, sauf que quelques mois avant, il a décidé de racheter une entreprise qui traînait par là sans me prévenir, sans m'appeler. J'ai juste eu, on a décidé de racheter Grégoire Adéaquel, d'accord, ok, sauf que Grégoire Adéaquel c'était 80 personnes, donc vous mettez dans la tête, vous revenez pour 120, et puis tout d'un coup c'est 200, alors c'est déjà plus la même chanson, c'est 2 sites, etc. Bon, il n'y avait pas tellement de discussions à l'époque sur ce genre de sujet, ça changeait un peu les paramètres, mais de toute façon, comme j'avais dit oui, maintenant, j'en revenais, c'est tout. L'accompagnement se passe de manière un peu particulière, c'est-à-dire que pendant cette période où je reviens et papa est présent, en gros, il me dit, voilà, on t'a fait un bureau. Alors c'est vrai qu'il m'avait fait un bureau spécial à moi, tout seul, créé dans une ancienne salle de réunion. Et je dis, qu'est-ce que je fais? Écoute, tu te débrouilles. T'étais pas content, en gros, la première fois de la manière dont ça s'est passé. Là, tu te débrouilles. Tu fais ce que tu veux. Alors je vais sur les chantiers, j'essaie de découvrir ce qui se passe. Le dossier assurance n'avait pas été relevé depuis longtemps, enfin étudié depuis longtemps, donc je le prends de A à Z. Je remplace les conducteurs de travaux quand ils sont pas là. Enfin bon, bref, je m'occupe, quoi. Donc il faut bien de toute façon trouver une occupation. Et lui, sa manière de donner des choses, en fait, c'était des petits flashs. Voilà, j'ai appris à travers des flashs, c'est-à-dire en gros, il m'appelle un jeudi matin, on recevait le moniteur des travaux publics de la construction, donc qui est le magazine professionnel de la profession. Dessus, il y a tous les appels d'offres, et le jour-là, il me dit, regarde, t'as vu, il y a plein de trucs dans le 88, on peut tous les avoir. Bon, ok, bonne nouvelle.
Le problème dans une entreprise, c'est pas de prendre des affaires, c'est de les réaliser correctement pour les clients. Voilà, fin de la leçon, et puis on passe à une autre, donc peut-être l'occasion de raconter quelques autres anecdotes, mais en fait l'apprentissage se déroulait comme ça, quoi. Et de temps en temps, il disait, bah tiens, viens, je vais à tel endroit. On n'était pas au courant 5 minutes avant, et puis tout d'un coup, ben voilà, viens, je vais à tel endroit, donc on l'accompagnait, on regardait comment ça se passait, etc. Donc c'est un apprentissage qui est finalement assez confort, hein, parce qu'en gros, ça repose sur fais ce que tu veux et sois disponible quand je te demande de venir avec moi. Hein. Donc voilà, on absorbe des choses et parfois on essaye de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. En 93, malheureusement, il décède brutalement, donc là, lendemain matin, on le lit, quoi. Et donc c'est une période évidemment compliquée, difficile, qui se passe bien parce que les collaborateurs suivent, accompagnent, et surtout ça se passe bien parce que les choses avaient été réglées avant, c'est-à-dire anticipées. Il n'y avait plus d'histoire de savoir qui avait les actions, qui n'avait pas les actions, c'était organisé, j'avais acheté les actions de ma tante, j'avais eu ordonnation, on va dire une partie des actions, j'avais commencé à dédommager mes frères et sœurs sur un certain nombre de points financiers, hein, puisque j'avais été avantagé pour pouvoir avoir la majorité dans l'entreprise, hein, j'avais eu ce qu'on appelle la quotité disponible, et donc du coup, il fallait que j'indemnise mes frères et sœurs d'un certain montant d'argent, etc. Et tout. Donc voilà un petit peu comment se passe la transition. Donc on est globalement avec tous mes frères et sœurs au capital, hein, chacune de mes sœurs à 8%, moi j'ai 51, mon frère le seul, donc 20 et quelques là. Et donc mon frère travaillait avec moi à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais en tout cas il a toujours été un actionnaire loyal et hyper droit. C'est-à-dire que, autre anecdote, en 1994, quand je décide de lancer des groupes de travail autonomes pour décider d'un certain nombre d'investissements, lui, il n'était pas pour, mais une fois que c'était décidé, il a totalement, appuyé le sujet derrière. Voilà. Donc voilà un petit peu l'histoire, et puis on a désintéressé nos sœurs en rachetant les actions, etc. etc. Et puis maintenant, on se trouve à notre tour de passer la main à la génération suivante, puisque quand on a repris avec mon frère, l'idée c'était simplement, on a eu la chance, la faveur de recevoir une entreprise en bon état, etc. Essayons de faire la même chose avec la génération suivante. Donc je ne sais pas si on développe à partir de là. Parce que c'était pas trop bref. J'ai dit à Frédéric de ne pas faire des réponses trop courtes, du coup, je suis obligée de lui arracher le micro d'abord. C'est terrible, terrible. Et je peux le faire parce que je lui passe le micro, mais ça ne sera pas le cas avec Mathilde parce qu'elle a son propre micro, donc je suis très inquiète pour la suite. Tu as ton propre micro, tu es autonome sur ton temps de parole. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, pareil, l'histoire familiale? On a un groupe un tout petit peu plus récent avec Eurodim. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça a été créé par ton papa et aujourd'hui ce que ça représente en termes de volume aussi? Tout à fait. Alors, je suis pas sûre de tenir autant de temps le temps de parole, là, parce que là, il y a quand même un certain niveau, mais j'ai peut-être pas autant de choses à dire. Donc, effectivement, alors le groupe Eurodim, donc pour présenter un petit peu, Eurodim Group, en fait, c'est un groupe de plusieurs entités dans l'Est de la France, donc aussi beaucoup dans les Vosges, en Alsace et dans le Jura. Et le groupe, en fait, a grandi souvent selon une ligne directrice qui est de proposer toujours aux industriels un service de plus en plus complet. Alors pour ça, en fait, donc c'est mon père qui a créé ce groupe en 2000. Auparavant, mon père était directeur technique dans des papeteries, parce qu'effectivement, les Vosges, il y a beaucoup de papeteries à l'époque. Et effectivement, il était directeur technique, il s'occupait beaucoup de la maintenance, et il était chez International Paper, sur le site de Decelles, donc les papeteries de l'ANA, et aussi à la Roberceau à Strasbourg. Donc voilà, il naviguait entre ces deux sites et en fait on lui a fait comprendre, parce que c'était un groupe américain, que potentiellement il y aurait peut-être un nouveau site et à terme il s'est dit bon, moi je veux pas effectivement continuer à bourlinguer à droite à gauche, et il avait toujours eu cette idée en tête de se mettre à son compte. Donc à un moment donné il a demandé effectivement à quitter l'entreprise pour effectivement se mettre à son compte et continuer effectivement dans ce domaine technique pour en fait donner le service qu'il donnait en externe pour d'autres industriels. Donc effectivement, il quitte l'entreprise et au début de l'aventure, en fait, il est pas seul. Il est avec des anciens collègues et amis à lui qui en fait ont chacun des domaines d'expertise différentes et en fait
à eux tous, en fait, proposaient les services, du moins que demandaient les industriels. Donc, en fait, ça s'est construit comme ça au début. C'était sous la forme de GIE, en fait, avec une partie maintenance, électricité, mécanique, ingénierie. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis, d'aventure, chacun a pris des chemins différents. Et finalement, mon père a décidé en 2000 de créer Eurodim Industrie. C'est pour ça aujourd'hui que le groupe s'appelle Eurodim Group, parce qu'on a repris le nom de la première entité. Et effectivement, il a créé Eurodim Industrie, donc dans l'idée effectivement de toujours de proposer ce service qui a été très orienté maintenance et beaucoup sur le milieu papetier. Au fur et à mesure des années et par souhait donc de développer effectivement toujours ce service et aussi par opportunité de croissance, il y a eu effectivement soit des créations, soit de la croissance externe, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes 11 entreprises dans le groupe. Alors, je ne sais pas si... Toi, tu as repris il y a 2 ans, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi, tu es arrivée? Mathilde a 29 ans, voilà, pour le contexte. Et elle est arrivée à la tête du groupe il y a 2 ans, dans un contexte un peu particulier, parce que, si je me souviens bien, tu n'étais pas censée revenir aussitôt. C'est ça. Donc, en fait, quand mon père... donc, moi, j'ai toujours connu mes parents dans cette entreprise, enfin, du moins, connus consciemment, on va dire, dans l'entreprise. Effectivement, dans les années 2000, j'avais 7 ans. Ma mère a rejoint mon père, donc j'ai toujours vécu en fait dans cet environnement. Et en fait, pour moi, c'était assez naturel d'aller de temps en temps, dans les entreprises et effectivement de côtoyer un petit peu ce milieu et d'être soit dans les bureaux, soit dans l'atelier. Donc j'ai toujours un peu connu ce milieu et j'avais toujours dit, consciente ou non, que plus tard, effectivement, je voulais travailler avec mon père parce que je sais pas, c'était l'ambiance en fait. J'avais grandi là-dedans et ça me plaisait bien. Et en fait. Il me disait toujours oui, on en reparlera, voilà. Donc les années ont passé et effectivement j'ai quand même construit en fait toutes mes études, toute ma formation et toute ma petite carrière en fonction de ça. Donc en fait au collège déjà, donc je m'étais dit je vais faire quelque chose de généraliste qui va m'ouvrir des portes sans forcément penser par exemple à reprendre, mais voilà, je voulais pas me bloquer en fait sur un choix au final, donc j'ai fait ça, donc une filière très classique, un lycée scientifique à Épinal. Et là, effectivement, se pose le choix des études. Et là, on en reparle et je lui dis toujours qu'effectivement, ça m'intéresserait toujours de travailler avec lui. À l'époque, ils sont 4 entreprises dans le groupe. Voilà, ça représente à peu près peut-être une trentaine de personnes, entre 30 et 50, je pense, je saurais plus dire. Mais voilà, ça m'intéresse toujours. Je continue à travailler, par exemple, les étés ou même me faire des mini-stages après. Donc donc ça, moi ça me plaît. Effectivement, je veux toujours continuer dans cette voie, donc je choisis des études, un DUT, donc en mesure physique, parce que j'ai bien compris qu'effectivement les domaines de la maintenance, il m'a toujours dit que c'était un milieu très ingrat et qu'il fallait savoir tout faire. Donc moi, connaissant très mal ce milieu, je me dis s'il faut faire tout, je ne peux pas choisir une spécialité. D'une manière générale, en plus, j'étais très curieuse, donc je choisis effectivement un DUT très généraliste, qui me permet en fait je me suis dit au cas où finalement les études c'est pas pour moi, d'avoir un diplôme au bout. Donc du coup je fais ça, sauf que mine de rien dans la tête je me dis il faut quand même que j'ai un petit peu un bagage technique suffisant, donc je me mets dans l'idée d'être ingénieur. Donc à l'époque il fallait finir soit premier ou deuxième dans une promotion pour pouvoir être reçu dans des écoles. Donc je travaille, tout se passe bien, effectivement je suis dans les majors de ma promo. Et je postule à plein d'écoles d'ingénieurs et je suis reçue absolument partout où je veux aller. Donc là, se pose la question toujours des spécialités. Je vois que le groupe effectivement continue à grandir, qu'il y a plusieurs domaines. Je trouve que les domaines dans lesquels on travaille sont pas forcément liés aux filières qu'on nous propose. Enfin, du moins, on fait mal le lien. Donc je choisis toujours de faire quelque chose de très généraliste. Et là, effectivement, je choisis un diplôme qu'on appelle arrêt métier. Comme ça me permet effectivement de pas choisir de spécialité et moi toujours de découvrir un petit peu toutes les matières, parce que au cas où finalement je veux pas aller dans ce domaine-là, je me ferme toujours pas. Donc je continue comme ça, le groupe continue à grandir et à la fin du coup je comprends bien que le groupe est tellement gros à la fin de mon diplôme d'ingénieur que finalement le bagage technique ça suffira pas. Donc je continue et finalement je me dis je vais refaire un autre master en sciences de gestion que je refais en école de commerce, pour effectivement après avoir le bagage nécessaire en tout ce qui est finance, compta, RH et tout ce qui va bien dans les fonctions support pour pouvoir gérer ça. C'est là effectivement qu'il y a déjà eu les premiers désaccords avec mon père, parce que
on en parle régulièrement, on se demande si, enfin, il me demande toujours si c'est toujours ce que je veux faire, de bien me poser les bonnes questions. Il me fait, tu vois les sacrifices que c'est? Est-ce que tu veux toujours faire ça? Oui. Et là, effectivement, sur le choix du deuxième master, là, déjà, il y a un premier désaccord parce que, il me dit, écoute, parce que mon père, effectivement, est une personne très terrain et qui me dit, non, mais toi, il faut que tu te formes en maintenance, il faut que tu fasses ça, ou du domaine très technique. Moi, je lui dis, écoute, je pense pas, le groupe, il grandit trop, je pense qu'il faut un vrai dirigeant. Enfin, je dis pas que mon père n'est pas un vrai dirigeant, hein, ne déformez pas mes propos. Mais voilà, en gros, en fait, lui, je comprends parce qu'il a toujours fait ça et il est très lié, effectivement, à ce domaine terrain, client, affaires, que moi, je n'ai pas, effectivement, appréhendé de la même façon. Et moi, je voulais, effectivement, construire un groupe fort et me focaliser beaucoup plus sur des choses en interne. Et il y a eu notre premier désaccord là-dessus. Mais c'est pas grave, je continue mes études quand même là-dedans et dans le but toujours de reprendre. Ce master se finit. Là, je décide, effectivement, d'avoir différentes expériences. Donc j'avais déjà eu divers stages à l'étranger, j'ai toujours travaillé les étés ou des choses comme ça pour en fait on est trop nombreux sur cette planète, donc on commence à tuer des gens. Sortez pas ça. Donc voilà, toujours en fait, parce que je me suis dit, il faut que j'ai l'ouverture. En fait, je me voyais je me suis dit toujours pour être un bon dirigeant, il faut que tu comprennes pas tout en détail. Donc c'est pour ça qu'effectivement, j'ai fait un diplôme d'ingénieur généraliste. Donc en gros, c'est un peu comme les médecins, hein. Je sais un peu tout, mais en gros, s'il faut me demander un truc très particulier, allez voir le spécialiste en la matière. Hein. Je sais pas. Hein. Donc voilà, et en fait, comment dire, je me dis, il me faut une ouverture d'esprit, que je comprenne plein de choses et que j'apprenne à me connaître. Donc en fait, à la sortie des écoles, je décide de travailler dans des grands groupes, des startups, aussi bien en France qu'à l'étranger, outre-Atlantique ou des choses comme ça, parce que je me dis, il faut que je me découvre moi, il faut que je pourrais emmener les gens là où je veux aller, il faut que moi je sache où je veux aller, et du coup je construis ça comme ça, et mon père qui me dit, bon, est-ce que tu veux toujours suivre? Moi je lui dis, oui, je veux toujours reprendre. Il me fait, ok, tu viens quand? Et là je lui dis, écoute, avant mes 30 ans, c'est pas la peine, tu me vois pas. Parce que effectivement, il y avait plusieurs choses, je me doutais bien qu'en tant que femme, dans l'industrie, très jeune, il y avait quand même une légitimité à construire, et il y avait deux choses. Il y avait effectivement ça où je me suis dit, bon, il faut quand même que tu sois un peu légitime d'arriver, et parce que moi, je voulais pas arriver là, parce que lui, effectivement, il a fait ce qu'il voulait avant. Il a monté ses boîtes à 40 ans. Moi, je voulais quand même me découvrir avant, et pas justement à 40 ans me dire, bon, allez hop, j'en ai marre maintenant, j'ai pas vécu avant, donc voilà, ça s'est construit comme ça. Et d'aventure, une chose merveilleuse nous est arrivée il y a 2 ans, la Covid-19. Et en fait, ça a mis, entre guillemets, fin à mes projets à l'étranger. Je suis rentrée en catastrophe pendant le premier confinement. Et là, effectivement, je savais plus quoi faire. On va pas se le cacher, je savais plus quoi faire parce que j'avais quitté ce projet et voyage, et boulot, et découverte. On était confinés, j'avais bien compris qu'on pouvait pas repartir aussi facilement. Je me suis dit, est-ce que je cherche un autre travail ou pas? Donc à l'époque, effectivement, donc il y avait 2 ans de moins, donc j'avais 27 ans quand je suis revenue. Et je voulais pas reprendre, sauf qu'on voyait bien que ça traînait. Et à un moment, on en a parlé, et je lui ai dit, bon écoute, je crois que des fois le hasard fait bien les choses, hein, c'est le destin. Donc je lui ai fait, je pense qu'on va démarrer le projet maintenant. Et effectivement, en 2020, j'arrive dans le groupe, donc je fais un message officiel à tout le monde avec ma petite boîte mail perso à l'époque, en leur disant effectivement que j'arrive, parce que c'était quand même quelque chose de très préparé. Tout le monde savait en fait que c'était un peu la suite logique. Tout le monde me connaissait. Enfin voilà, à part peut-être 1 ou 2 personnes, mais entre guillemets, tout le monde savait qui j'étais, tout le monde savait que j'allais arriver d'un moment à l'autre, et du coup voilà, ça a commencé comme ça. Et j'ai intégré le groupe, donc je vais te donner le nom de chargé de projet, comme ça je me dis ça veut tout et rien dire. Et du coup, comme ça, effectivement, ça me permet, moi, de découvrir comment ça se passe, c'est quoi la vie des entreprises au quotidien, parce qu'effectivement, on est orienté sur plusieurs pôles d'activité, et en fait, elles ont toutes des façons de fonctionner très différentes, des cultures et des valeurs un petit peu différentes. Et moi, je me suis dit, bon voilà, je vais naviguer un peu là-dedans, et en fait, je me focalisais sur des sujets interne peut-être un peu problématique, que personne ne veut trop s'occuper, ou alors il n'y a pas un poste forcément très défini, et je me suis dit ça me permettra de découvrir un petit peu la vie d'entreprise, les postes de tout le monde. J'ai essayé effectivement de rencontrer tout le monde, j'ai fait des petits 1 à 1 à chaque fois sur des demi-journées en demandant c'est quoi ton quotidien, c'est quoi tes problématiques, et ça a évolué comme ça, et d'une manière très naturelle. Au bout de quelques mois, on m'a mis en fait, on m'a donné un petit peu ce rôle de dirigeant. On me faisait prendre part à par exemple à des décisions, ou des conversations, ou effectivement à des projets
dans lesquels je voulais pas me mêler tout de suite parce qu'effectivement, je voulais un peu construire ma légitimité en interne et pas arriver à un poste de dirigeant. Et finalement, bah, ça s'est construit naturellement, c'est arrivé comme ça et j'ai été nommée effectivement à la co-gérance il y a un an. Il y a un an, c'est ça. Il y a un an, donc officiellement, depuis un an, je suis l'égale de mon père pour la direction du groupe. Et voilà, tout simplement. Merci. Il y a de la puissance de feu. Hein. Oui, alors par contre, je m'excuse, j'ai un débit de parole un peu élevé. Peut-être encore stressé, j'ai encore un petit peu plus, mais voilà, n'hésitez pas à dire si... Sur la prochaine question, on est si je mâche... Au moins, comme ça, ce qui devait être dit en un quart d'heure, je le condense. Ça traîne pas, c'est efficace, hein, c'est voilà. C'est du zip. On verra si on vient bosser pourtant, on va voir. Paul, si tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire. Moi, je suis Paul de Monclos. Vous me devez le respect parce que je suis la 12e génération. Donc, non seulement je connais les grandeurs et vicissitudes des entreprises familiales, mais je les ai vécues et on les vit depuis très longtemps. À l'origine, donc ça remonte à 1680 quand même, il y a un homme qui s'appelle Jacques de Nantes, comme la ville, mais en un seul mot. Il a un fils qui s'appelle Michel de Nantes, et tous les deux, ils montent une petite entreprise de négoce de produits textiles dans le Dauphiné. Et vous allez voir, ça a commencé très fort. Jacques de Nantes perd sa femme, donc Michel de Nantes est orphelin de maman, mais il tombe amoureux d'une demoiselle dont le nom est connu, c'est demoiselle Champollion. Et il se marie, mais mademoiselle Champollion est orpheline de père. Et vous me voyez venir, les deux parents se sont mariés ensemble après les enfants. Donc son père est devenu son beau-frère. Très compliqué. Donc ça commençait très fort, la culture familiale dans la famille de Monclos, alors de Nantes à l'époque. Mon arrière-grand-mère, je vous saute quelques générations, on ne va pas faire. Mon arrière-grand-mère, qui était de Nantes, amène dans la corbeille de la mariée à monsieur Paul de Monclos, donc mon arrière-grand-père, qui était, lui, architecte, amène la société, qui était une toute petite société. Et lui, il aimait l'architecture et la peinture. Et il faisait énormément, il était peintre, et il adorait ça, et il allait à Saint-Trope, qui n'existait pas encore en tant que Saint-Trope, et il passait 3 mois de l'année à peindre. Voilà, c'était vraiment un rôle de chef d'entreprise très, très, très cool. Il savait compter, ça c'est sûr, il savait compter. Et d'ailleurs, on a des livres de comptes qui sont avant la Révolution, donc plus de doigts, avant le système métrique. Il y a des choses qui sont assez amusantes. Et on a retrouvé un livre de comptes, et on regardait ça avec mon papa il y a 30 ans de ça, 40 ans de ça. Donc, vous imaginez que de génération en génération, entreprise familiale, famille nombreuse, on est fertile chez les de Monclos. Mon père a eu 12 frères et sœurs, voilà, c'était quand même généreux. Et mon père prend la direction de l'entreprise dans les années, fin des années 50, depuis les années 60, ouvre une petite filiale côté du Mans, va s'en occuper. Il a encore des oncles, des tantes, son père, des cousins dans l'entreprise. Tout ça est bien compliqué. Et il décide quand même de revenir un peu dans le cœur, c'est-à-dire dans les années 60, à Voiron, dans l'Isère, qui est mon pays d'origine. L'entreprise se développe sur un créneau un peu étroit. Il est trousseautier. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que trousseautier, c'est ceux qui fabriquaient et vendaient des trousseaux. Et ils vendaient des trousseaux via les négociants voyageurs placiers. Donc ça date un peu, mais c'est surtout un marché qui s'effondre avec post-68 et l'arrivée de la grande distribution. Donc c'est un métier qui s'effondre.
Et mon père se retrouve en 73 avec une entreprise qui fait 12 millions de francs de chiffre d'affaires, 12,5, et qui perd 1 million de francs. Il est caution sur tous ses biens avec un actionnariat familial qui le déteste. Vous imaginez bien que tu as un bon à rien. Déposer le bilan à l'époque, c'était inenvisageable. Enfin, pour une famille comme la nôtre, ça ne se faisait pas. Donc, c'était catastrophique. Et chacun venait avec ses petits conseils. Machin, tu devrais faire ci, tu devrais licencier, tu devrais embaucher, tu devrais machin, tu devrais... Voilà, bref. Et il a un coup de génie, c'est qu'il lance, il met sur les pages jaunes de l'annuaire de Nantes, spécialiste du linge pour l'hôtellerie. C'est une vaste foutaise, parce qu'en 73, on mettait les mêmes draps dans les hôtels de préfecture que chez vous, les mêmes couvertures, les mêmes oreillers en plumes, vous voyez, c'était... Donc, voilà, mais il dit, ben, on va se lancer dans l'hôtellerie. Et coup de bol, il y a un Américain qui cherche justement un distributeur de produits nouveaux pour l'hôtellerie à base de polyester, qui n'existait absolument pas en France. Et puis c'est la montée en gamme, l'arrivée des chaînes hôtelières, le groupe Accor, avec Novotel, puis Ibis. Et là, c'est le démarrage de Nantes. Et de Nantes connaît des croissances extraordinaires à 2 chiffres. Et mon père commence à fatiguer et a des problèmes même de santé graves. Et donc mon frère aîné, qui vient de terminer ses études, qui était un peu comme moi, pas du tout comme toi Mathilde, on était un peu nuls à l'école, pas très bons. Donc mon père m'a toujours dit d'ailleurs, vu que tu sais rien faire, essaye de faire travailler les autres, ça se verra moins. Il a dû le dire aussi à mon frère. Voilà. Et donc, il a pris la place, et puis petit à petit, l'entreprise est sortie du rouge pour arriver dans les années 80 à réussir à se payer son principal concurrent. Et alors là, victoire dans les chaumières dauphinoises, on se payait un Vosgien, on se payait Garnier-Thiébaut. Alors là, c'était, bon, tout allait bien, etc. Et c'est là où, d'un point de vue familial et capitalistique, ça commence à se compliquer. C'est que ben, les résultats commencent à être bons, donc la famille commence à vouloir récupérer du cash et tout ce qu'ils n'avaient pas touché pendant 20 ans, parce que votre père était bon à rien et qu'il n'a pas su, mais heureusement, nous on était là, on l'a soutenu, etc., etc. Et donc là, ça commence à chauffer sérieusement les oreilles, et il se trouve que, là je parle au nom de mon frère, qui était quand même un petit filou, il a bien négocié sa rémunération, il avait l'âge de Mathilde, hein, et il a dit, ben maintenant, si je fais tant de résultats, je veux tant de bonus. C'était tellement inaccessible pour mes oncles et tantes qu'aucun problème. Sauf qu'en reprenant le Garnier et en faisant une belle cuplette sur les stocks, ben, il a fait ses résultats. Et donc, au moment de payer le bonus, les oncles et tantes ont dit, attends, c'est pas sérieux, 29 ans, tu vas pas commencer à... Donc ça a vraiment frité, et il a dit, bon, bah, c'est comme ça, soit je me barre, soit vous me vendez l'entreprise. Et là, ça a été des moments extraordinairement compliqués, parce qu'il y a une centaine d'actionnaires, etc. Il y avait même, par le hasard des successions, mon propre beau-père était actionnaire. Donc c'est compliqué. Et donc, je suis pas trop long, ça va? Ah non, mais je suis à fond, j'ai oublié mes questions. Et donc là, je vous la fais courte, mais c'est des tensions très compliquées qui remontent maintenant, 30 ans après, hein, ça ressort maintenant. Mais donc, on fait un putsch, mon frère fait un putsch, clairement, il s'associe avec une société de capital risque et il dit, ben voilà, donc on fait un LMBO, hein, en gros, pour acheter des actions. Et c'est principalement, je vais être très clair, c'est mon frère qui est à la manœuvre, hein, et il est mon aîné depuis 6 ans et demi, et donc il pilote ce projet. Et il nous appelle, un de mes cousins et moi, à la rescousse dans les années 90, enfin 92, pour, maintenant qu'il a un peu les mains libres, l'aider à développer cette entreprise qu'il demandait qu'à se développer.
Et donc, effectivement, on commence à discuter un petit peu le capital, etc. Il dit, moi, je veux bien, mais j'en ai tellement bavé que vous aurez des parts du capital, mais on se met d'accord tout de suite. Le moment où vous partez, vous les vendez. Que vous partiez au bout de 5 ans ou à la fin de votre carrière, on ne veut plus de problème d'actionnaire minoritaire. Il en restait un qu'on a traîné pendant 15 ans, qui nous a emmerdé pendant 15 ans. Georges, si tu nous écoutes. Non, il s'appelait Jean. Pardon. J'espère que... Bon, bref. Bon, ça a été un peu compliqué. Et finalement, on a réussi à trouver un accord. Et grosso modo, on est maintenant dans la phase du dénouement, puisque je suis plus près de l'arrivée que du départ, et que lui aussi commence à sérieusement envisager son départ et sa succession. Sauf qu'il a un problème, c'est qu'il s'est marié très tard, donc il a des enfants relativement jeunes, de la génération de Mathilde, et que le groupe de 12 millions de francs, il a forcément beaucoup grossi, et il gagne des sous. Donc ça devient très compliqué. Donc effectivement, on met en place un pacte du trade pour essayer de limiter la casse en termes d'impôts et le fisc, et aussi d'organiser cette succession avec des enfants qui arrivent avec aussi bien Câblé que Mathilde, c'est-à-dire de très belles études, mais qui concrètement n'ont pas encore complètement la maîtrise d'un groupe de 37 structures présents dans 13 pays. Voilà, c'est quand même pas rien. Et avec, c'est pas un groupe très homogène, c'est plutôt un cartel, c'est-à-dire de structures. Et ce qui a fait que le groupe a tenu, c'est que nous étions 3, mon frère, un cousin et moi, et qu'au bout d'un moment, on s'est dit, on ne peut pas rester ensemble, donc on va prendre chacun, on s'est mis 500 ou 600 km entre nous, et on a notre autonomie, c'est-à-dire que moi, je suis le patron de Garnier, et tout ce qui tourne autour de Garnier, mon cousin s'occupe d'une cellule qui est dans l'ouest de la France, et mon frère est resté dans le Dauphiné. Et on se voit à peu près 4 semaines, on se tient à peu près au courant des choses, mais chacun est complètement autonome dans sa gestion, et il n'y a qu'à la fin de l'année, on fait remonter à la structure les résultats. Et là encore, il y a des batailles homériques entre nous, parce que tu me piques ma trésorerie, machin, non, mais ça, moi, j'ai des projets, enfin, vous imaginez. Mais ça a un gros avantage, c'est que, d'abord, on est de la même génération, quelques années près, et les mots veulent dire la même chose, c'est-à-dire que on se connaît suffisamment pour savoir que quand on s'est engueulé, ça n'est que des mots, et d'un autre côté, qu'il y a un projet derrière qui doit être porté. Je vais m'arrêter là parce que la deuxième phase, là, je veux dire, on a eu, j'allais dire, un groupe à géométrie variable au niveau du capital. Là, on revient dans un schéma où il va falloir transmettre du capital, transmettre des savoir-faire, transmettre une méthode, et on ne l'a pas bien préparé. On n'est pas très très bon, parce qu'on s'est tellement amusé dans le boulot, c'est tellement passionnant, on s'est super investi, et que maintenant on se dit, bah zut, on est à peu près tous de la même génération, on va partir, comment on va transmettre ce groupe de façon correcte, sans trop challenger la jeune génération, mais en les accompagnant. Donc là, on est vraiment dans le nœud de l'affaire. C'est pas très simple. Le gros avantage, c'est que, je vous rappelle, on a réglé les questions de capital, c'est-à-dire que la méthodologie de sortie a été clairement calculée, identifiée et opérationnelle, puisque on a déjà commencé à la reconcentration du capital. Ça nous a obligés aussi à créer une petite cagnotte, une grosse cagnotte, pour que justement le groupe puisse payer les actions. Ce qui fait qu'on a pas mal thésaurisé pour permettre cette opération qui est en train de se dénouer en ce moment et qui permet, je pense, de transmettre ce groupe dans de bonnes conditions. Il reste maintenant à savoir que la jeune génération, non seulement il faut qu'ils soient diplômés, qu'ils soient brillants, enfin il faut qu'ils aient cette appétence de chef d'entreprise,
Et ça s'écrit pas, hein, ça s'invente pas. Mathilde le décrit tellement bien qu'il n'y a pas de doute, mais pour certains de nos neveux et nièces, c'est pas aussi. Et puis, Est-ce que tu peux nous expliquer justement, Paul, avec tes neveux, tes nièces et tes enfants, comment ça se passe? Toi, tu as 5 enfants. Moi, j'ai 5 filles, avec la même femme. Et j'ai une de mes filles qui travaille avec moi. Alors, elle habite Londres. Elle s'occupe de tout ce qui est de la digitalisation de Garnier-Thiebaud. Et je lui ai posé la question, il y a 15 jours, je lui ai dit, alors elle a 32 ans, 33 ans, elle vient de se marier avec un Suédois, et je lui ai dit, écoute, il y a un moment, il faudra que tu te décides si tu veux continuer ou pas à travailler dans le groupe, et si tu veux devenir actionnaire. Donc on est en plein dedans, hein, très sincèrement, on est en plein dedans. Elle doit se positionner, et je lui ai dit, tu devras faire acte de candidature. Le pire des choses, c'est du non-dit dans cette situation. Donc, je la pousse à se dévoiler. Elle n'a pas du tout envie. Je ne sais pas quelle sera sa décision, sa vie à faire, sa vie de famille. Mes neveux et nièces, eux, sont plutôt élevés dans un milieu un peu protégé. C'est parisien, avec des études extrêmement brillantes, qui est ESCP Paris, et l'autre qui a fait des études de finance. Donc mais ils sont dans un monde où ils n'ont pas vu la vie. Hein. Mon neveu n'a pas fait l'armée, ma nièce a poursuivi ses études, et puis maintenant ils sont face au mur du maçon. Il va falloir qu'ils construisent. Parce qu'il y avait un sujet aussi dans ce dont on avait parlé au téléphone. Tu me disais qu'ils sont un petit peu dans différents pays et qu'il y a une question aussi pour vous, pour ton frère et toi, et notamment pour toi, de gérer Garnier-Thiebaud pas à distance, quoi. Vous vouliez aussi une direction locale. Oui, alors là c'est plus sur Garnier-Thiebaud parce que on s'est posé la question, on fait nos différentes successions dans l'opérationnel et clairement une boîte industrielle, ça ne se gère pas à 500 km de distance, encore moins à 1000 km de distance. Il faut être avec ses collaborateurs, il faut être là le matin à allumer la lumière, être là le soir pour l'éteindre, si tant est qu'on n'est pas en 3-8. Enfin, bref, vous m'avez compris, c'est comme ça que nous, on l'a vécu. Il faut assumer ce rôle de leadership, il faut être au milieu, le rôle de l'exemple aussi. Et donc, c'est comme ça que nous, on a construit notre démarche. Donc, ma fille qui est à Londres, je lui ai dit, si tu veux venir travailler, si tu veux prendre ma place, par exemple, il faut que tu viennes à l'armée. C'est pas possible autrement. Ça va être très compliqué. Donc, il faut convaincre. Pardon ? Entre Londres et Gérardmer. Ouais, moi je suis Gérardmer. Entre le Texas et les Vosges, c'était pas simple non plus. Hein, donc voilà, donc c'est. Est-ce qu'on peut se poser d'ailleurs cette question, notamment pour Mathilde, récupérer entre guillemets ce cadeau, est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou pas? Quelque part, d'arriver à 30 ou 35 ans, c'est à la fois une superbe opportunité, on comprend tous pourquoi. Mais est-ce que récupérer, en l'occurrence, 37 sociétés pour neveux, nièces, enfants, cousins, c'est un cadeau empoisonné ou pas? Non, ça dépend pourquoi on le fait. Moi, je sais que ça a toujours été dans mes objectifs, entre guillemets. Même si on est d'accord là-dessus, on l'a déjà dit avec mon père, ça peut très bien ne plus me plaire au bout d'un moment. Voilà, moi, comme c'était mon souhait, c'est pas un cadeau empoisonné. Après, effectivement, le problème c'est la beauté du show. Les entreprises familiales, c'est beau, mais il y a une lourdeur. Et en fait, il y a un moment où on se sent un peu obligé de faire certaines choses. Et effectivement, si on le fait pour les parents, là, je pense qu'effectivement, c'est le cadeau empoisonné. Très clairement. Frédéric, tu vois ça comment? Claire, ma fille, m'a posé la question, elle avait 16 ans, on se promenait, elle dit papa, est-ce que ça te plairait qu'on reprenne l'entreprise? Alors je lui ai dit, écoute Claire, c'est pas compliqué. Si tu fais ça parce que ça te plaît, ça me plaira. Si tu fais ça pour me faire plaisir, c'est pas la peine. Voilà. Donc voilà comment je vois les choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc les 4 successeurs potentiels, les 2 filles de Dominique, mon frère, et puis mes 2 enfants, Claire et Antoine, ils auront un choix à faire. C'est plutôt une opportunité dans la vie que d'avoir à faire ce type de choix.
il faut qu'ils le prennent comme ça, mais par contre, si c'est contrebalancé par une obligation, une lourdeur, etc., comme c'est décrit, bah, du coup, la faveur, elle est plus ou moins limitée. Donc je pense qu'en fait, il faut essayer de leur permettre d'avoir un parcours où ils sont libres de leur choix, avec tous les guillemets qui conviennent, hein, compte tenu du contexte. Et pour ça, il faut leur donner, enfin, en tout cas c'est notre parti pris, les moyens de faire leur choix. Donc, je ne sais pas si je peux juste développer ce qu'on a fait. Hein. Nous, on leur en parle depuis plusieurs années et on les réunissait déjà chaque année pour leur parler de l'entreprise, des résultats et tout, une fois que la dernière des potentiels héritiers avait eu 18 ans. Donc, chaque année, on leur racontait un petit peu l'entreprise et tout. Et puis, à un moment donné, on est tombé sur un réseau qui s'appelle le FBN, Family Business Network, et qui ne s'occupe que des problématiques d'entreprise familiale. Donc on a adhéré à ce réseau. Ils ont la possibilité d'y aller seuls, d'y aller quelques fois avec nous, de ne pas y aller, de faire appel à des personnes du réseau pour avoir des points de repère, que ce soit des héritiers ou autres, enfin qui veulent, des experts. Et l'idée derrière ça, c'est que voilà, le jour où vous faites votre choix, faites-le en toute connaissance de cause. Voilà. Et puis nous, on aura juste deux choses à valider, c'est que vous ayez bien envie, et effectivement, c'est des questions qui se posent. Et puis, deuxièmement, est-ce que vous êtes capable? Ça restera notre rôle de déterminer à un moment donné. Alors, déterminer si ces enfants sont capables ou pas. À mon avis, le piège, il est pour les parents, hein, pas pour les enfants. Hein. Donc, voilà, donc on s'est inscrit dans cette durée-là, et aujourd'hui, on travaille sur une charte familiale. Et pour la charte familiale, c'est eux qui ont choisi l'animateur de la charte. Donc, à partir du moment où on s'est mis OK, que ce n'était pas nous, les aînés, qui pouvions animer ce travail, bah, du coup, ça devenait une personne extérieure. Et cette personne extérieure, c'est eux qui l'ont choisie. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est une charte familiale ? Une charte familiale, en fait, ça concerne tous les actionnaires familiaux. Et quelque part, c'est un certain nombre de principes qu'on va établir ensemble, alors qu'ils peuvent traiter de tous les chapitres qu'on veut. Hein, c'est largement ouvert, c'est absolument pas juridique ni quoi que ce soit. C'est plutôt un prétexte pour aborder, on va dire, tous les sujets qui pourraient poser problème ou éventuellement nous fâcher un jour. Et puis c'est un prétexte aussi pour découvrir l'entreprise de leur part, puis échanger, parce qu'en fait, on n'a pas les lieux et les espaces pour échanger. Donc là, on vient de terminer un cycle de 3 journées complètes où on a travaillé ensemble, enfin 4 même, où on a travaillé ensemble sur les différents chapitres, et puis on a partagé les idées qu'on avait, sur ce qu'ils attendaient, sur nous comment on voyait les choses, sur la partie actionnariale, comment ça pouvait se passer ou pas, qu'est-ce que ça voulait dire, comment dire, travailler moins que ses parents, etc. Enfin voilà, c'est des questions aussi simples que ça, et puis qui peuvent aller jusque, de la part des enfants, nous, on est, ouais, d'accord, on est dans la bonne lignée, mais tous les descendants de Catherine et Dominique Peduzzi, ils sont tout aussi légitimes que nous pour éventuellement reprendre l'entreprise. On aimerait qu'ils soient intéressés ou qu'ils aient la possibilité de rentrer au capital. Alors, toutes les questions que ça pose, nous on a passé toute notre vie à essayer de rassembler le capital, etc. Vous avez entendu l'histoire de Paul. Donc c'est clair que voilà, il y a une vraie discussion qui se met en place et puis on trouve des solutions ensemble et tout. Donc voilà, tout ce travail-là est en train de se faire actuellement. Et puis il amènera au moment où effectivement ils pourront se déterminer voilà, d'une manière ou d'une autre, hein, selon leur choix, et puis on les respectera, quoi. Alors, si je peux juste compléter. Non, Tu as un micro. Si je peux juste compléter sur la charte familiale, effectivement, moi je sais que je suis aussi en plein dedans. C'est moi qui, par exemple, qui ai mis l'accent là-dessus, alors que personne n'en avait vraiment parlé. Moi, je sais qu'effectivement, c'est quelque chose sur lequel je mets un peu une priorité parce que aujourd'hui, on n'est pas beaucoup, donc ça va. C'est surtout quand on arrive dans ces générations-là que ça devient compliqué. Et effectivement, la charte familiale n'a aucune valeur juridique, mais en gros, c'est posé sur le papier à un moment donné. Alors déjà, qu'est-ce qu'on considère la famille ? Parce que effectivement, là, moi, c'est très simple, parce que effectivement, je suis la fille de mon père, voilà. Il y a quelques personnes de la famille, mais c'est une fois qu'arrivent les conjoints. Ou des choses comme ça en fait, et qu'est-ce qu'on appelle la famille, c'est comment par exemple les conditions d'entrée, de sortie, et effectivement c'est très important et c'est par exemple bien de le mettre en place. Moi je sais que c'est pour ça que, il n'y a pas de problème, mais je vais le mettre en place maintenant parce que c'est pas quand il y a des problèmes qu'il faut le mettre en place, et c'est vraiment très important parce que quand je vois nous par exemple ou dans la famille, c'est le problème, c'est que des fois on manque d'objectivité quand par exemple tu disais qu'effectivement il faut définir si l'enfant ou pas il est capable. Là par exemple c'est des choses qu'on peut écrire parce qu'effectivement dans l'entreprise familiale des fois on manque d'objectivité, on se dit pas les choses. En plus je sais que chez moi on a des fois un peu du mal à communiquer, je dirais pas qu'on est handicapé de la communication mais c'est un peu ça chez nous quand même, et effectivement
Et bah, par exemple, faire ce genre de choses, c'est quand même très important, surtout au début, parce que ça permet de mettre les choses à plat, ça n'a pas de valeur, mais au moins, on s'est dit les choses et on essaye de s'y tenir le plus longtemps possible. Comment vous avez fait chacun? Parce que là, on est en train de parler beaucoup de la transmission, ce qui est logique, hein, mais par exemple, pour vous deux, avec vos frères, et alors les sœurs aussi, on en a parlé, mais je veux dire, là, vous avez été à plusieurs, vous devez vous arranger. Comment ça s'est passé pour vous quand vous avez dû déjà apprendre à travailler avec ses frères et sœurs? Ah bah, nous, ça a été assez simple, parce que la famille, c'est comme la langue d'Ésope, hein, ça peut être le pire ou la meilleure des choses. On parlait tout à l'heure, il y a des moments où c'est admirable, c'est extraordinaire, puis il y a des moments où ça peut être très très compliqué. Et notre histoire a fait par exemple que nous on a décidé de ne pas embaucher nos conjoints. Je ne sais pas pourquoi on a décidé, enfin, j'ai une vague idée, mais grosso modo, parce que ça peut très vite être compliqué, hein, avec toutes les familles recomposées, décomposées, machin, ça peut prendre des dimensions, ça peut mettre en fragilité l'entreprise. Donc d'ailleurs, on s'est posé la question en vous attendant, mais comment vous définissez une entreprise familiale? Ça se définit comment? Au niveau du capital, au niveau de l'opérationnel, jusqu'à quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, enfin tout ça est compliqué, et pas évident. Hein, je pense que, et en plus, on a bien noté que je crois 84% des entreprises françaises sont familiales. Il y a tous les commerces. Et plus vous grossissez, plus ça peut devenir compliqué. L'exemple, Sodexo est un exemple extraordinaire hein, de tension et de transition qu'il a fallu encadrer. Donc nous, en ce qui nous concerne, d'abord, clairement, je vous l'ai dit, le capital avait été bien défini, la façon d'entrée et de sortie, et le leadership a été bien défini au démarrage. Il y a un patron, et il n'est pas contesté. L'intérêt de travailler en famille, c'est de pouvoir échanger, et quand la porte est fermée, on peut rentrer par la fenêtre parce qu'on sait où est la fenêtre. Mais globalement, pour nous, c'était important que les choses soient bien établies et soient bien structurées. En l'occurrence, le leadership était porté par ton frère. Absolument. Et c'était acté comme ça dès le départ. Absolument. Bon, ça n'empêche pas que j'ai mon gros chapitre et que je sois un poil à gratter quand il faut l'être. Et ça n'empêche pas... Alors d'ailleurs, petite anecdote pour ceux qui ne connaissent pas, c'est mon actionnaire principal. Il est bien évidemment administrateur, mais c'est mon principal concurrent. C'est mon premier concurrent. Et moi, je suis pareil, je suis administrateur chez lui. Et voilà. Donc, ce n'est pas toujours extrêmement simple. Il y a des tensions, parce qu'on doit non seulement veiller à l'entourage familial, à la cohésion familiale, mais on doit aussi soutenir nos collaborateurs qui, sur le terrain, se fritent. On va vous donner des cours. Là-dessus, on devient très très bon. La clé, c'est la marge. On ne touche pas à la marge. On peut se battre tous les coups au permis, sauf la marge. Voilà, vous avez à peu près la méthode. Tous les coups sont permis. Hein. Pardon? Mais tous les coups sont permis. Hein. Oui, sauf la marge. Voilà. Bon, tous les coups sont permis. Commercialement, oui, tous les coups sont permis. Alors, Mathilde, tu as moins ce problème parce que toi, il y a simplement ton frère, quand tu n'as qu'un frère, et pour le coup, il n'est pas trop impliqué dans l'entreprise. Alors, effectivement, mon frère n'a jamais choisi cette voie, entre guillemets. C'est même tout l'inverse. À l'époque, si on lui disait effectivement, si tu sais pas quoi faire, ou si effectivement tu n'as rien, tu viendras bosser avec nous, et je crois que pour lui c'était un peu la punition, donc effectivement non, lui ça ne l'intéressait pas. Après voilà, on est quand même, mon frère est beaucoup plus jeune que moi, enfin entre guillemets il a 5 ans et demi de moins que moi, donc effectivement il faut aussi que lui aussi se construise ses expériences et qu'il se découvre un peu, et effectivement c'est pas, même si ça l'intéressait pas, effectivement encore il y a peut-être pas si longtemps, rien ne dit qu'effectivement il n'intégrera pas, et là-dessus la porte ne sera pas fermée. Frédéric, comment ça s'est passé toi à l'époque? Donc mes sœurs, vous avez compris que l'histoire avait été classée assez tôt, visiblement. Donc après, j'avais mon frère effectivement qui travaillait dans l'entreprise, donc c'est mon frère aîné. Wow, c'est relatif, on a 13 mois d'écart. Hein, donc
avec le temps, ça s'efface. Mais n'empêche que c'est mon frère aîné, quoi. Alors moi, j'ai toujours mis une limite dans ma tête en revenant, c'est que, entre guillemets, l'entreprise ne vaut pas la famille. C'est-à-dire que, alors je le dis, et puis les choses s'étant bien passées, on peut dire, bah ouais, il a appliqué ce qu'il avait dit. Maintenant, je n'ai pas non plus été confronté à des situations où je devais mettre en jeu les deux. Alors, donc, il faut regarder ça avec un certain recul. Mais j'ai toujours cette idée dans la tête, et y compris pour la transmission actuelle, l'entreprise ne vaut pas la famille. C'est-à-dire, je ne prendrai jamais le risque de casser quelque chose dans la famille sous prétexte de l'entreprise. Ça, c'est mon approche à moi. Voilà. En plus, je suis tombé avec un frère qui était donc hyper loyal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc, et j'ai eu vraiment de difficultés. Je me suis toujours, par contre, obligé à le tenir au courant, parce que chez moi, c'est pas forcément naturel. Hein. Donc, c'est pour ça que j'emploie le mot obligé. Donc, je me suis obligé à le tenir au courant des choses, des choix que je voulais faire, de lui annoncer en avance, d'en discuter avec lui, etc. Et puis après, il faut d'accord ou pas d'accord. Voilà. Et quelque part, papa est, entre guillemets, lui, une vue très simple qui ressemblait à celle qui était décrite par Paul. C'est-à-dire il faut qu'il y en ait un qui ait la majorité, parce que s'ils s'attrapent entre eux, qu'il y en ait un qui puisse décider. On ne dit pas ça sera la bonne décision. On dit que ça permet à l'entreprise de prendre une décision. Hein. Ça veut pas dire que celui qui a la majorité a toujours raison. Il a le droit de prendre sa décision, mais c'est quelquefois il a tort. Chez Livio, vous avez fait un choix un peu différent aussi récemment. Vous avez fait rentrer Anne-Claire en co-gérance, Anne-Claire Boulon. C'est un choix aussi d'avoir une direction d'entreprise familiale qui s'ouvre. Et ça s'est passé comment et pourquoi? En 2015, on a fait le constat, alors partagé avec mon frère, que ce qui nous avait amené jusqu'à 2015, c'est pas nécessairement les recettes qui nous amèneront jusqu'à la transmission. Et ce qu'on s'était dit en 93, quand papa était décédé, ben voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a récupéré une entreprise sympa et tout, et on va tenter quand même de l'amener à une 4e génération. Donc à un moment donné se pose la question effectivement des compétences au sein de la famille ou pas. Est-ce qu'elles sont assez nombreuses? Est-ce que ce sont celles qu'il faut pour développer la politique qu'on veut mettre en place et le changement qu'on veut mettre en place? Et force est de constater que l'analyse qu'on en a faite en 2015, c'était qu'il nous manquait quelque chose en matière de compétences, plutôt d'ailleurs en matière d'animation au sein de l'entreprise et tout. Et il se trouve qu'à l'époque, je discutais fréquemment avec Claire d'un certain nombre de sujets, et qui m'expliquait tout le temps, ouais, mais tu devrais faire comme ci, mais pourquoi tu fais comme ça, machin. Puis un jour, quand on était en pleine réflexion sur le sujet, ben, j'ai dit, tu sais pas, mais t'as qu'à venir le faire. Donc comme ça, on verra bien et tout. Elle dit, bah oui, qu'est-ce que tu me proposes? Bah, j'ai dit co-gérance, hein, mais j'ai dit co-gérance parce qu'il fallait bien dire quelque chose. Hein, donc voilà, mais co-gérance, ça me paraissait assez équilibré. Et on a fait une co-gérance en plus totalement égalitaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limitation de pouvoir dans les statuts. Alors le seul avantage que j'ai eu par rapport à Claire, je suis actionnaire, donc je peux mettre fin à sa co-gérance, elle aura plus de mal à mettre fin à elle. Mais voilà, c'est tout ce qui me reste, hein, entre guillemets. Enfin, voilà, non, donc en fait l'idée c'est que là pour le coup l'entreprise passe avant, c'est-à-dire que normalement elle doit passer avant la famille. Et on doit se regarder en face dans les yeux et puis se dire à un moment donné, bon bah ça on ne sait pas faire, alors si on veut le faire, alors on a le droit de ne pas le faire, hein, c'est toujours un choix qui nous appartient. Mais si on veut le faire, il faut assumer la situation jusqu'au bout et prendre les compétences qui vont bien, quoi. Donc en l'occurrence, c'était sur la base de cette rencontre que ça s'est fait. Et pour la 4e génération, j'étends le sujet, puisqu'on a décidé en 2023 d'ouvrir le capital aux salariés, de toute façon d'une manière ou d'une autre. On estime que les salariés dans une entreprise familiale forment un bloc relativement homogène avec les actionnaires impliqués. C'est-à-dire ils sont soumis aux mêmes problèmes, aux mêmes problématiques, ils les rencontrent différemment certainement, mais en tout cas ils vivent la même chose que les membres de la famille qui sont impliqués au sein de l'actionnariat. Et compte tenu du fait qu'on a 4 jeunes potentiellement qui veulent reprendre, ou qui peuvent reprendre, pardon, lapsus, et ben on se dit aussi que parmi eux il y en a peut-être qui ne voudront pas, et du coup il y aura peut-être aussi une place supérieure pour les salariés et tout, mais on considère nous que dans la stabilité de l'actionnariat, vaut mieux des personnes impliquées, quelles qu'elles soient, que des personnes dans l'actionnariat extérieur, même si elles font partie de la famille. C'est-à-dire, on fait la préférence de l'entreprise par rapport à la préférence de la famille de ce point de vue-là. Bon, c'est un petit peu notre idée par rapport à l'ouverture, que ce soit, on va dire, dans des directions opérationnelles, ou alors, effectivement, du côté de l'actionnariat. Oui, j'ai une question pour Mathilde, parce que quand on fait cette transition, là on a beaucoup parlé de la préparation, l'anticipation juridiquement, comment on fait, comment on répartit l'actionnariat.
Et c'est un vrai problème, et ça, je pense qu'il y a de quoi se faire un peu des nœuds au cerveau. Mais concrètement, de manière opérationnelle, quand tu es sur le terrain, comment ça se passe? Parce que ton papa est encore là, et il y a aussi le fait que vous avez construit un certain nombre de choses pendant 20, 30, 40 ans. Quand vos successeurs arrivent, comment vous faites cette transition? Parce que ton papa est encore là. Est-ce qu'on te laisse la place? Est-ce qu'il te dit comment tu dois prendre certaines décisions? Sur quoi tu lâches pas? Comment tu fais? Mais du coup, toujours pas le... Pardon, excuse-moi. Alors, effectivement, donc j'ai mon père dans l'entreprise, mais il y a aussi ma mère, ma tante, et il y a eu et il y a encore aussi d'autres personnes de ma famille à des niveaux différents. Alors, sur l'ajustement, entre guillemets, par exemple, avec mon père, c'est relativement simple. J'ai mes idées, il a les siennes. Non, pardon, non, mais dit comme ça, on a l'impression que tout de suite ça va aller au clash. Non, en fait, il a toujours sa façon de travailler. Moi, j'ai ma vision des choses. On se concerte pour toutes les décisions. Mais après, effectivement, on met pas les mêmes accents, les mêmes priorités. Là, aujourd'hui, comme on a la chance d'être deux, lui, par exemple, met une priorité sur les affaires, des choses, effectivement, qu'il connaît. Moi, effectivement, sur des choses beaucoup plus en interne. Et en fait, l'ajustement se fait comme ça. On l'a clairement dit à tout le monde. Et en fait, tout le monde sait, par exemple, vers qui se tourner pour telle et telle décision. On l'a expliqué. Les gens l'ont bien vu. Ça a été bien clair. Et il n'y a pas, effectivement, d'ajustement sur on consulte qui... par exemple, pour tel et tel sujet. Après, effectivement, il y a des fois, on n'est pas toujours d'accord, donc des fois, c'est un peu plus long, parce que moi, si je suis pas d'accord avec mon père, des fois, je lâche pas, des fois, lui non plus. Donc, effectivement, c'est un peu compliqué, mais voilà, on se concerte toujours, et c'est relativement simple. Voilà. Paul, chez toi, tu vois les choses comment, même si la succession est moins enclenchée C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que nous, on a eu la chance, notre père nous a lâchés très vite, pour des raisons un peu de santé, mais sur la nouvelle génération, moi je sens mon frère aîné beaucoup, il a du mal à lâcher. Moi je serais assez tendance aussi à partir assez vite, mais c'est quand même un gros imbric, notre affaire, donc c'est pas très simple. Et comment, on parlait de challenger, en tout cas, comment pas mettre trop de pression, ne pas les écœurer. Moi, je me méfie, je les alerte beaucoup, attention au burn-out. C'est pas innocent pour des jeunes de 30 ans de prendre un truc comme ça. Enfin, nous, on s'en foutait, on partait d'une boîte qui paumait de l'argent. Facile. Là, il y a une boîte qui gagne de l'argent, il y a 2000 employés, il y a du monde, quoi. Enfin, il faut y aller, quoi. Et avec un basculement de génération, c'est un vrai sujet. Donc, on essaye de les faire, qu'ils aient des relais en dehors de la famille pour les accompagner. Il y a un coach qui a dit, vous savez, il y a les 3 chiffres qu'il faut savoir quand on est pour un jeune. Il faut sauter dans la piscine. Il y a 70% votre capacité à nager tout seul. Il y a 20% d'avoir un coach qui vous aidera. Puis il y a 10%, c'est vos études. Avec ça, vous devez vous débrouiller. Quand vous avez 25 ans, qu'on vous dit ça. Voilà. Mais quelque part, ça a un peu de sens. C'est-à-dire que c'est face à l'épreuve que se révèle le tempérament, face aux difficultés. Face à l'adversité. Alors là, ils sont servis avec ce qu'on vit en ce moment. On n'a pas fini une crise qu'on est déjà en train de rentrer dans la suivante, voire dans celle d'après. Donc c'est compliqué. Donc effectivement un vrai sujet. J'ai pas de réponse. On essaye nous de se voir, mon frère, mon cousin et moi, de temps en temps pour leur dire est-ce que c'est clair, est-ce qu'ils savent, quel est leur projet. Et quand on leur dit quel est votre projet, ils disent les gars, on ne sait pas le projet, on vient de récupérer l'entreprise, machin. Donc il faut l'entendre, leur tension et surtout leur permettre d'aller voir un peu ailleurs, parce que malheureusement, il y en a une qui a fait une période d'achat longue chez Mazars, donc elle a acquis des expériences, mais ils sont quand même très marqués par ce qu'on a vécu dans la famille, et donc comment les accompagner.
j'ai pas de réponse magique. En l'occurrence, tes neveux et nièces sont déjà un peu dans l'entreprise, donc il y a un passage de relais qui est en train de se faire. Oui. Alors, mon neveu est déjà depuis 5-6 ans, il a pris un commercial aux États-Unis, puis ensuite il a monté une structure en Espagne, et il est revenu en France pour s'occuper d'une de nos structures. Et sa sœur, c'est frère et sœur, et sa sœur est rentrée via le fameux pacte d'Utrecht, puisqu'elle était financée avec comptable, pour mettre en place le pacte de l'Utrecht. Et donc, c'est un moyen de bien comprendre toutes les problématiques des différentes structures, comment ça se monte. Donc, il fallait monter ça pour le problème. Donc, c'est une façon de rentrer dans la mêlée. Mais c'est pas encore acquis, encore des étapes à franchir. Là, si vous avez des bonnes idées, moi je suis preneur. Hein, je vous écoute. Tant que c'est pas vécu, c'est toujours très abstrait parce on projette des choses et je pense, moi je sais qu'effectivement, jusqu'à ce que effectivement j'ai ce rôle-là, ça reste toujours très abstrait jusqu'à ce qu'on le vive vraiment. Et effectivement, je pense que même si on essaye de faire des plans un peu sur la comète, tant qu'on ne vit pas vraiment, c'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, il y a de l'humain derrière et la famille. Et effectivement, la famille, il faut vraiment pas moi, je trouve qu'il faut vraiment pas le négliger parce que ça a un tel poids pour nous, entre membres de la famille, mais pour les autres salariés, parce que mine de rien, ils se sentent très mis... nous, on a par exemple plusieurs directeurs, ils savent très bien que même si, par exemple, il y a différentes personnes de la famille à différents niveaux, le noyau familial fait qu'effectivement, c'est toujours très compliqué. Hein. Ils ont l'impression d'avoir comme une immunité face à eux, peu importe effectivement si ce soit l'oncle, la tante, si c'est à la direction ou pas à la direction. Et je pense qu'effectivement, tant que les personnes ne sont pas la succession n'est pas à ce rôle-là, on n'arrive pas à savoir effectivement comment ça se passe. Frédéric, pour toi, comment ça se passe? Quand j'ai repris à 27 ans, moi, j'ai pas ressenti cette lourdeur et tout. Je l'ai vécu plus comme une chance, comme j'ai dit. Après, on en a discuté avec les enfants au moment de la discussion sur la charte. Ce qui est l'exigence qu'on doit avoir vis-à-vis d'eux, c'est que s'ils s'engagent dans cette histoire, ils fassent le job. C'est pas une exigence de réussite forcément. Il faut les libérer, à mon avis, de cette exigence de succès impératif, parce que finalement, avec l'expérience, on s'aperçoit, on est là au bout de X années, alors les gens, il faut flatter, vous dire, c'est super ce que vous avez fait, machin, patatata. Puis vous savez à l'intérieur le nombre de fois où vous êtes passé près de la correctionnelle, que vous avez eu la chance qu'il fallait, la bonne rencontre au bon moment, etc. Donc vous avez aussi conscience, dans d'autres cas, que finalement la réussite c'est quelque chose d'extrêmement fragile, et puis qu'une décision, elle peut être prise dans un sens ou dans un autre, et puis vite donner ou pas de bons résultats. Donc je pense que notre premier rôle à nous, les générations sortantes, c'est de les libérer de ce poids-là, au moins de ce poids de la réussite dite obligatoire, parce que sous prétexte depuis plusieurs générations, ça fonctionne, etc. Et tout. Alors bon, c'est pas simple, parce que nous, on souhaite qu'ils réussissent. On n'est pas là pour les amener sur des voies d'échec. Mais en tout cas, voilà. Donc, ce que je leur dis personnellement, c'est ok, si vous vous engagez, vous faites de votre mieux. Si le mieux n'est pas suffisant, et puis que ça amène à l'échec, il faut savoir reconnaître l'échec. Si on le reconnaît assez tôt, des fois, il y a possibilité de se retourner. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas en faire un truc impossible à porter, parce que comment se projeter sur 30 ans, avec toutes les crises qu'on connaît, effectivement, sur ce qui réussira, ce qui ne réussira pas, on n'en sait rien. Mais en revanche, ayez l'honnêteté de vous regarder droit dans les yeux le soir, et savoir si vous avez fait de votre mieux. Voilà. Ça, c'est important. Parce que les salariés qui sont derrière, eux, ils comptent sur vous non pas pour forcément être infaillibles, mais pour donner le meilleur que vous pouvez en fonction du moment. Voilà. Et je pense que ça, en tout cas, c'est le discours que je leur tiens. Après, est-ce que c'est le beau discours ou pas le beau discours? Moi, j'ai pas vécu ça comme une charge, peut-être que le vivront comme une charge, etc. On a chacun sa vie, chacun son contexte, donc on ne peut pas extrapoler à partir de notre expérience. Il faut avoir cette humilité-là aussi. Votre état d'esprit, tous les trois, en un court mot, et après on laissera des questions dans le public. Aujourd'hui, pour la suite, vous êtes enthousiaste, préoccupé, serein? Enfin, ce serait quoi en un ou deux mots votre état d'esprit par rapport à cette suite, en fait? Alors, je te fous. Bonjour, pas.
Concernant la suite, alors moi, effectivement, je me conforte toujours dans l'idée. C'est toujours quelque chose qui me plaît et effectivement, moi, je veux continuer dans ce sens. C'est plus compliqué, c'est juste, effectivement, moi, je reprends dans une période Covid. Donc, en plus de reprendre une entreprise où je suis une fille dans un milieu industriel relativement jeune, je vis en plus une période de crise où, on va pas se le cacher, il y a certaines entités, les affaires, c'est toujours dur à reprendre. Là, on prend de plein fouet les hausses des matières premières, la pénurie de main-d'œuvre. Je pense que tout le monde est très au courant de ce sujet-là. Et c'est là, effectivement, où je me dis, là, c'est compliqué. Mais après, voilà, moi, je reste toujours très optimiste. Je pense qu'effectivement, c'est toujours le projet dans lequel je veux vivre. Je pense qu'il y aura des ajustements à faire sur plein de choses dans lesquelles, enfin, où j'avais pas conscience, ou du moins pas aussi vite, et peut-être prendre des grosses décisions. Mais voilà, très confiante sur la suite parce que voilà, on est solide. On est plusieurs membres de la famille. On est comment dire, on sait ce qu'on vit. On est ensemble et pareil, nous aussi, la famille c'est quand même la priorité sur l'entreprise. Donc voilà, confiance sur nos relations et sur les activités d'une manière générale. Bah, moi, je dirais que dans la phase où on est actuellement, je suis plutôt content de la manière dont ça se passe, même si j'ai aucune idée de la façon dont ça aboutira, parce que j'ai l'impression, alors c'est bien beau de leur donner des leçons et en fait de votre mieux, mais j'ai l'impression qu'avec mon frère, on se débrouille pas mal sur le sujet, et puis qu'on essaye effectivement de faire de notre mieux pour que ça puisse se passer, c'est-à-dire donner la possibilité que ça se fasse. Mais après, on n'est pas maître de la décision de nos enfants. Donc, il faudra l'accepter, quel que soit, et tout. Et puis, avoir, si possible, le même recul qu'on peut avoir là, quand on est en conférence et puis qu'on parle de quelque chose qui ne s'est pas produit. Le jour où ça se produit, et puis tout, il faudra essayer d'avoir le même recul là-dessus et d'accepter la situation. Et puis voilà, hein, l'entreprise continuera à vivre malgré tout. Hein, en tout cas, je l'espère. Hein. Moi, je pense que quand on est chef d'entreprise, il faut qu'on garde un peu d'optimisme et d'espérance. Donc, moi, je suis relativement optimiste. Je vais compléter sur un point de vue, une réaction de mes collaborateurs qui ont été contents de savoir qu'il y avait une génération suivante qui prenait. Parce que eux, leur inquiétude, c'est que les entreprises soient vendues. Ça là. Parce qu'il y a quand même quelque chose, quand vous êtes dans une entreprise familiale, qui fait que c'est d'abord une entreprise patrimoniale. C'est notre argent qu'on joue, on y fait attention. Ils préfèrent avoir un patron propriétaire qu'un patron loin qui va faire des opérations. Ils viennent d'ailleurs régulièrement se confier. Et le fait d'avoir une succession qui arrive, ça les a rassurés, ça donne aussi de l'optimisme, parce que ça veut dire que une partie de ce que vous avez construit avec vos équipes, ils sont prêts à le poursuivre avec nos successeurs. Comme tu dis, Frédéric, on n'a pas la maîtrise de tout. Ce qu'on sait, c'est qu'on essaye de faire bien et on essaye de s'adapter. Maintenant, tout le monde prône l'agilité, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est une dernière. Peut-être pour terminer, souvent on dit c'est quoi? C'est la dernière terre d'aventure, hein, chef d'entreprise. Le matin, vous ne savez pas ce que va vous tomber sur la tête en termes de recommandés, en termes de mails, en termes d'emmerdes, en termes d'opportunités. Enfin, hein, c'est vraiment une terre d'aventure. Alors, il faut aimer ça. Hein. C'est pour ça que c'est très difficile, parce que on ne sait jamais, est-ce que la succession, est-ce que nos successeurs vont aimer ça? Il y a des moments où c'est un peu pénible. Il y a quand même des moments où on est arrivé. Au mois de mai ou au mois de juin, quand on rend nos banquiers les comptes, c'est pas si mal. Il est dans la salle. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Est-ce que vous vouliez... Je sais que j'en ai posé beaucoup, mais... Moi, j'avais une question par rapport à la charte familiale que vous avez, sur le travail que vous avez fait là. Est-ce que c'était avec votre frère et vos deux nièces, ou c'était juste vous et votre épouse et vos enfants, ou est-ce que c'était vraiment les deux familles réunies?
Alors non, c'était mon frère et mes neveux et nièces, mes enfants. Voilà, les 6. Et là, le problème, c'est de trouver les dates. Hein, mais à part ça, pour le reste, ça s'est bien passé. Alors, pour l'anecdote, puisqu'on a parlé plusieurs fois des conjoints, on a tous décidé unilatéralement que les conjoints n'étaient pas dans le périmètre de la famille. Voilà. On a dit que les conjoints, c'était ceux qui figuraient sur l'état civil en descendance directe. Voilà, par exemple, c'est une définition. Alors, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Chez nous, elle vaut, d'autres verront les choses différemment et tout. Mais ce qui permet aussi de mettre les enfants adoptés et voilà, les personnes qui sont arrivées aussi par d'autres biais au sein de la famille. Donc c'est voilà, c'est le genre de débat que vous y attendez pas quand vous attaquez une charte familiale. Quoi. Donc, Et l'ouverture de l'actionnariat pour les salariés, il y a aussi une charte, si les salariés arrêtent, ils revendent, on ne sait pas. Alors on est aux prémices de ça. On attaque ça au deuxième semestre et tout parce qu'il fallait se mettre d'accord déjà. Alors, il fallait interroger la génération et tout. Quand on a attaqué le travail sur la charte familiale, je dis moi j'ai besoin d'une réponse au mois de juin. C'est l'actionnariat salarié, d'accord, pas d'accord et combien. Si ça j'en ai besoin parce que si on veut ouvrir en 2023, le temps de tout préparer et tout. Voilà. Donc pour l'instant on n'a pas discuté encore avec les actionnaires potentiels salariés et tout. On s'est mis d'accord par contre sur un certain nombre de principes. Il n'y a pas de cadeau. Ils achèteront. C'est pas des compléments de rémunération qui arriveront. Ça, c'est un principe qui a été arrêté. Deuxième principe, ils auront la même décote que la famille. C'est-à-dire, ils rentreront au même niveau d'action, etc. Alors après, nous, on a mis des principes, puis après, on va aller voir les juristes, puis ils vont nous expliquer que tout ça, c'est pas possible, etc. Et tout. Bon, c'est une autre histoire. C'est une question relativement nouvelle, excusez-moi. Il y a 5-10 ans, on n'en parlait pas. C'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui demande à être associé à la vie d'entreprise. Il faut prendre l'entrée, c'est relativement facile. Il faut prévoir la sortie. Mais visiblement, donc on se fasse un actionnariat choisi. Les salariés choisiront ou pas d'entrer notre actionnariat. Alors les principes, c'est pas le thème de la soirée, c'est tous les salariés. Il n'y a pas de premier cercle, de deuxième cercle, de troisième cercle. Alors là, ça a été balayé dans la discussion. C'est tous les salariés se valent. Si on raconte toute la journée et qu'on dit que les salariés se valent, que tout le monde est important, mais donc on ne peut pas en privilégier certains au dépend d'autres, ça serait complètement débile. Et effectivement, ce sera leur choix à eux. Ils auront l'opportunité de le faire, ils rentreront ou pas. Voilà. Pas nous. Pas nous. Nous, c'est les cadres dirigeants. Par contre, l'intéressement est égalitaire pour tout le monde. Une société qui a fait rentrer l'ensemble des salariés comme dans l'actionnariat. C'est un actionnariat plus ou moins obligatoire. Mais ils ont fait des actions. C'est les aides. Alain, tu avais une question? J'ai une question qui va me revenir. Est-ce que l'organisation en famille, les décisions se font en famille d'un conseil familial, ou est-ce qu'il y a une sorte de médiateur externe, de société de conseil externe qui vous accompagne pour les décisions importantes, ou est-ce que ça reste un peu en vase clos au niveau de la famille? La question, c'est surtout est-ce qu'il y a des sociétés de conseil qui vous accompagnent pour toutes ces décisions, aux stratégies de gestion familiale? Il y en a dans la salle. Ah, peut-être. McKinsey. Il y a quelqu'un qui va pouvoir distribuer des cartes de visite par là-bas. En ce qui me concerne, on a des spécialistes de type le fiscal, le juridique, voilà, le social, mais les décisions sont familiales. C'est clair, c'est entre nous. On assume comme ça toutes nos conneries. Ou nos bottes. Si vous ne tombez pas d'accord, est-ce que... Il y a un patron. Il y a un patron qui décide, ce que j'ai expliqué. Il y a un patron, ils sont drôles, ils l'assument. On essaye d'éviter de partir sur des décisions fortes sans qu'il n'y ait pas un minimum de consensus. Sinon, c'est compliqué. Ça ne veut pas dire que ça se fait instantanément. Il peut se passer plusieurs réunions avant qu'on dise bon, ok. Parce que ça me laisse aussi le temps de digérer ce que l'autre a dit et pourquoi tu l'as dit. Si tu l'as dit, il y a quand même du sens, etc. Tant mieux, les conseils sont là pour donner des conseils, pas prendre des décisions. À ceci près que dans la charte familiale, pour y revenir et pour être centré sur le sujet de ce soir, on doit définir une liste de personnes en commun auxquelles vous m'avez compris. Si on avait vraiment un
problème à trancher et qu'on n'arriverait pas à trouver la solution. Mais il faut du coup que ces personnes soient choisies en commun. Alors, pardon. Du coup, nous, à part sur le groupe, on prend les décisions conjointement avec mon père. Les autres membres de la famille ne sont pas à la direction générale, donc ils ne sont pas forcément consultés pour toutes les décisions. Là, c'est vraiment entre mon père et moi. Et par contre, sur toutes nos entités, nos directeurs, nos directeurs et d'autres personnes, par exemple, il y a déjà des successions dans les directeurs, des choses comme ça qui arrivent, eux sont tous intéressés, ils sont tous au capital aussi des entreprises. Et là, du coup, effectivement, les décisions sont prises avec eux conjointement. Et donc, tous les membres de la famille ne sont pas dedans. Et effectivement, les décisions sont prises avec les responsables, les directeurs qu'on a nommés. Donc, nous, la famille, si vraiment elle doit prendre une grosse décision, c'est vraiment, il y a eu un désaccord, ou alors c'est pour l'intérêt général du groupe. Voilà. Par rapport aux successeurs que vous voulez avoir par rapport à la prochaine génération, s'ils sont compétents et ils donnent une vision bien établie avec des projets qui diffèrent un peu de la vôtre, comment vous faites? À moi, personnellement, je me retire. Ma femme m'a même dit, dès que c'est fini, on s'en va. Je ne crois pas. Le monde évolue et après évolue un peu. Oui, on va les accompagner, mais à un moment, on ne peut pas être 50 à la barre. Il faut qu'il y ait un patron, et c'est clair, il faut qu'il ait la liberté. Alors, on l'accompagnera, mais à un moment, c'est d'ailleurs notre rôle de sentir quand est-ce que maintenant, les gars, il faut laisser la place. Mon père a énormément souffert de l'omniprésence de son père et de ses oncles pour mesurer qu'à un moment, il faut savoir se retirer. Enfin, ça, c'est ma conviction. C'est encore un peu tôt, hein, je ne suis pas pressé, je encore tous mes points. Mais voilà, je pense que ça sera une des clés. Et d'ailleurs, on pousse mon frère à dire maintenant, il faut que tu as 68 ans, à la chasse. C'est un grand chasseur et il a compris. Mais voilà, c'est un vrai sujet. C'est un sujet, c'est à partir de quand il faut leur laisser les clés, il faut que ça soit bien clair. Faut que tout le monde, nos collaborateurs, les partenaires sachent que maintenant, le patron, c'est plus le père, c'est le fils, c'est le neveu, c'est la nièce, c'est la fille, qui voulait, mais c'est clair. Et accepter qu'il y ait des évolutions qui aillent avec. Alors, après, à nous, la jeune génération, de ne pas faire une révolution non plus si on ne veut pas perdre trop de gens en route, mais effectivement, accepter après qu'il y ait une évolution et qu'effectivement. Parce que j'ai parlé de compétences, s'ils sont compétents. Ah oui, ils sont compétents. Après, non, parce qu'ils viennent avec une vision, et cette vision, ils l'ont bien établie, et ils la voient sur le long terme. C'est pour ça que j'ai mis l'accès sur la compétence, parce qu'il y a l'envie, et après, s'il n'y a pas de compétence, mais le propos est complètement d'actualité. Je ne sais pas si j'ai été très clair, mais il y a énormément de structures dans le groupe. Nous, on l'a vécu comme ça. On a rajouté des structures et puis on s'est réparti le boulot. La vraie question, c'est eux, est-ce qu'ils vont reconsolider ou ils vont continuer comme ça? C'est un vrai sujet. Et c'est à eux, ça sera à eux à prendre la décision, pas à nous. Parce que nous, naturellement, on est partis chacun de notre côté. Mais eux, ils vont peut-être être amenés à dire bah non, il vaut mieux regrouper, il vaut mieux élaguer, il vaut mieux pour être plus fort. Et ça sera leur choix. Et en espérant que ça sera le bon pour eux. C'est-à-dire dans certaines décisions stratégiques, parce que je connais des sociétés, quand on voit dedans, par exemple, il y a un moment, lâche un petit peu la partie textile, va davantage vers l'organisation de chambres d'hôpital, vers du mobilier, des choses comme ça. C'est vraiment une décision qui est centrée chez Denant ou il y a quand même une réflexion stratégique Ça, c'est chez Denant. C'est chez Denant, d'accord. C'est vraiment, il y a toujours, il y a notre pas cuisine, une direction qui va dire on peut... Non, il nous informe. Je vous ai dit, on est concurrents, donc on ne dit pas tout, quoi. Hein, mais et je découvre parfois, t'es gonflé, t'as ouvert une boutique à cet endroit. Moi, voilà, donc c'est... Oui, on est... Enfin, excusez, là, il faudrait organiser plusieurs réunions de suite parce que c'est très, très complexe, mais c'est passionnant. Mais effectivement, on est... Et je vous ai parlé de mon cousin. Mon cousin dirige le pôle habillement et il a une boîte à Docelles. Et j'apprends qu'il est passé à Docelles il y a 15 jours sans qu'il me l'ait dit. C'est con, on aurait pu boire un coup ensemble. Ah non, j'ai pas de temps, etc. Donc on est vraiment chacun dans nos boîtes et on se voit, on s'informe, hein, mais les décisions sont propres à chacune des entreprises. C'est d'ailleurs la difficulté pour les jeunes, c'est de dire et comment ils vont tenir ça.
Mais peut-être qu'il y a une autre façon de faire. Et bien, voilà, c'est là où s'ils ont l'appétence et s'ils sont compétents, alors les compétents, je pense qu'ils l'ont, l'appétence, hein, ils vont le découvrir, c'est maintenant qu'ils savent. Bah, ils auront qui réussissent très bien en ayant des conseils de surveillance avec des membres de famille, et puis de l'opérationnel où effectivement on fait appel à des gens extérieurs. Alors, on pense à L'Oréal. Oui, tout à fait. On est en train de réfléchir même, alors ça c'est un concept un peu flou, il y a le conseil de surveillance, les opérationnels, le conseil de surveillance. Puis nous, on est en train de réfléchir à un conseil de vigilance, qui est un peu différent, qui est là plus pour garder l'esprit de la famille, le projet, les valeurs, voilà, le sens. Voilà. Et plus ce vers quoi on s'oriente. Mais voilà, c'est pas encore. Là, il n'y a rien d'écrit. On n'est pas à écrire une charte sur le conseil de vigilance. Une question, Frédéric, dans toutes ces réflexions que vous avez, le rôle de la co-gérante. Alors là, on est sur la réflexion familiale. Oui, mais est-ce que comme elle est très impliquée dans l'entreprise, est-ce que sa vision, pas du tout? Ah, ben non, du coup, non. Elle aura droit à la livraison de la charte une fois qu'on estimera qu'elle est établie et tout. Mais là, pour le coup, il faut avoir les idées claires. La famille, c'est la famille, et hors famille, c'est pas la famille. Voilà. Alors, pour revenir à la question qui a été posée, en expérience, on voit aussi beaucoup de conseils de surveillance ou d'organismes du même type qui sont là, en fait, non pas pour rassurer les jeunes, mais pour rassurer les anciens. Donc, c'est extrêmement fréquent. Donc, je pense que s'il est au service, effectivement, de la génération montante, ça a du sens. S'il est au service de la génération sortante, ça n'a pas de sens. Et qui peut décider de ça? A priori, c'est plutôt ceux qui montent qui peuvent décider du besoin qu'ils ont, à un moment donné, du besoin de liberté, du besoin d'ouverture, etc. Et tout. Alors, est-ce qu'on aura la sagesse de se retirer le moment venu et tout? Est-ce qu'ils auront le courage de nous le dire? Parce que c'est pas simple non plus pour eux. J'en sais rien du tout, on verra bien à l'époque. Mais par rapport aux discussions, de petits exemples qu'on a eus sur la discussion sur la charte familiale, nous, on est toujours parti du principe qu'il fallait réduire l'actionnariat. On a racheté à nos sœurs. Moi, j'ai même racheté l'usufruit de ma maman qui me revenait, quoi. Donc, et tout ça parce que si toutefois il arrivait quelque chose, que ça ne reparte pas, puis que ça ne soit pas de nouveau réparti. Enfin bon, bref. Donc, vous faites une première réunion et là, ils vous disent non, on aimerait bien que les cousins, les cousines, ils aient possibilité d'être dans l'actionnariat. Ouais, super. D'un autre côté, fondamentalement, ils ont raison. Plus de chances, effectivement, d'avoir un successeur si c'est élargi. D'un autre côté, plus de risques, etc. Donc, on s'entend sur le sujet. Et en discutant, et là c'est affaire de compétences ou d'expérience, en partageant un petit peu ce qu'on a craint, les difficultés qu'il y a eu de racheter les actions de la tante, machin, etc. On en vient à trouver une solution. La deuxième chose, c'est qu'une de mes nièces a dit à un moment donné, ouais, de toute façon, maintenant, il faut retirer tout ce qui n'est pas nickel d'un point de vue environnemental. Je dis, ok, Justine, si tu retires le béton, les membranes d'étanchéité qu'on met sur les toits et la résine qu'on applique sur les bétons, le chiffre d'affaires du groupe, il va quand même méchamment diminuer et très rapidement. Donc finalement, on s'est mis d'accord sur, de toute façon, quels que soient les segments d'activité, il fallait une dynamique pour améliorer les choses du point de vue environnemental, ce qui n'est pas exactement pareil. Mais on voit bien que c'est de la discussion que naissent en fait les solutions aussi, de ce point de vue-là. Et par contre, effectivement, eux, ils découvrent des choses. Il y a des principes qui sont beaux, sympas et tout, mais ils tuent l'entreprise immédiatement, pour certains. Donc, voilà. Donc il y a tous ces sujets à régler, effectivement, c'est passionnant. Est-ce qu'on n'irait pas prendre l'apéro? Mais on peut prendre encore une question avant, c'est possible. Moi, je sens l'odeur du barbecue, voilà. Mais est-ce qu'il y a encore une question? Oui, Emmanuel. On parle de la transmission familiale. Je ne dois pas appréhender si les enfants. On avait dit pas les questions qui fâchent. Alors nous c'est clair, il y a longtemps qu'on a compris que nos volontés n'étaient pas forcément exécutées sur Terre, donc encore moins avec nos enfants. Donc quelque part, nous c'est les enfants, 2 les salariés, et comme je dis tout le temps, si personne n'en veut, on s'ouvrira si possible des entreprises qui ont cette volonté de continuer une aventure familiale et qui elles auront les moyens de le poursuivre parce que tous les critères sont au rendez-vous, quoi. Donc oui, il y a un plan B puis un plan C. Après, on verra. Vous avez fixé
fixer les échéances à vos descendants sur des dates butoirs? Ben, ça, c'était une bêtise que j'ai faite. Moi, comme j'avais décidé à 25 et puis que j'ai repris à 27, je me disais que quand il serait autour de 25-27 ans, il serait bien capable de décider, mais ça marche pas exactement comme ça. Donc, c'était une grosse bêtise. Donc, on les a libérés de ça il y a 2 ans. Je leur ai dit, écoutez, bon, on vous a dit, effectivement, il faudra être capable de vous déterminer, mais en fait, ça, c'est pas très important. Voilà, avancer, effectivement, un jour, il faudra bien se déterminer. Et voilà. Nous, le plan B, on a un peu vécu, je ne sais pas si vous avez connu le dossier Sodexo, avec Pierre Belon, qui était une très grosse personnalité qui avait monté ce groupe-là. Et il a eu, à un moment, il sentait que ses enfants n'étaient pas prêts. Et il a mis un directeur général, une grosse pointure, M. Landel, qui a piloté le développement du groupe pendant pratiquement une quinzaine d'années avant que la fille de M. Belon soit capable d'assumer ça. Donc on a ça en tête, c'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faudra peut-être aider la jeune génération, soit en leur proposant des compétences extérieures, soit en les poussant à choisir des compétences complémentaires à eux, qui peuvent être aussi des compétences pas que techniques, parce qu'ils ont des bagages techniques, mais pour les accompagner dans la restructuration. Mais ce ne sera pas des conseils, c'est des gens qu'il faudra qu'ils soient impliqués, les mains dans le cambouis. Mais après, est-ce qu'il y a une bonne recette? Encore, moi je vous écoute. On a tous eu des exemples de fortes personnalités à gérer, et quand on est jeune d'entreprise, dans le textile, dans le béton aussi, je pense, dans l'industrie, c'est souvent les patrons à forte personnalité, je pense qu'on les pousse, donc à nous de voir aussi comment être le moins impactant sur les nouvelles générations. Merci beaucoup. On me fait signe derrière qu'il faut qu'on aille manger. Et donc je vous propose de continuer cette conversation autour d'un verre et de vous rencontrer un peu les uns les autres. Merci à tous.